L'effet cumulé en action. Connaissez-vous l'expression « patience et longueur de temps font plus que force ni courage » ? Avez-vous déjà entendu la fable du lièvre et de la tortue ? Eh bien, mesdames et messieurs, la tortue, c'est moi. Laissez-moi suffisamment de temps et je serai capable de battre presque n'importe qui, à tout moment, en toutes circonstances. Pourquoi ? Pas parce que je suis le meilleur, le plus malin ou le plus rapide, mais grâce aux habitudes positives que j'ai développées et à la constance avec laquelle je les applique. Je crois plus que quiconque à la constance. Je suis la preuve vivante qu'il s'agit de la clé du succès par excellence, même si, pourtant, c'est l'une des premières embûches qui se présentent aux gens en mal de réussite. La plupart des gens n'arrivent pas à s'y tenir. Moi, oui, et pour cela, je dois remercier mon père. En substance, il a été le premier à me former aux vertus de l'effet cumulé. Mes parents ont divorcé quand j'avais 18 mois, et c'est mon père qui m'a élevé seul. Je peux vous dire qu'il n'était pas du genre papa poule. Ancien entraîneur de football américain à l'université, il m'a modelé pour que je réussisse. J'étais réveillé chaque jour à 6 heures du matin, merci papa. Non par une gentille petite tape sur l'épaule ou même par l'alarme d'un réveil, mais par le son de marteau-piqueur de ses poids de musculation cognant le sol de béton de notre garage, situé juste à côté de ma chambre. Le bruit ressemblait à celui d'un chantier de construction. Il avait peint un immense panneau « On n'a rien sans rien » sur le mur du garage, qu'il fixait en exécutant tel un haltérophile d'interminables séries de soulevés de terre, d'épaulés debout, de fentes avant et de flexions de jambes. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, papa ne manquait jamais à l'appel dans son short et son sweatshirt troué. Il était réglé comme du papier à musique. J'avais moi-même plus de corvées qu'une femme de ménage et qu'un jardinier réunis. À mon retour de l'école, une liste d'instructions m'attendait. Enlever les mauvaises herbes, ratisser les feuilles, balayer le garage, faire la poussière, passer l'aspirateur, faire la vaisselle et j'en passe. Je n'avais pas intérêt à rapporter de mauvaises notes, c'était comme ça. C'est mon père qui a inventé l'expression « pas d'excuses ». Pas question d'invoquer une quelconque maladie pour ne pas aller à l'école, à moins de vomir, de saigner ou d'avoir un os qui dépasse. Ce terme lui venait de son ancien métier d'entraîneur. Ses joueurs savaient qu'ils n'étaient pas autorisés à sortir d'un match à moins d'être gravement blessés. Un jour, l'un de ses quarterbacks a demandé à être mis sur la touche. Papa a répondu « Tu as un os qui dépasse ?» Le joueur a enlevé son maillot et effectivement on voyait l'os de la clavicule. Il a été autorisé à sortir. Mon père avait pour philosophie « Peu importe que tu sois malin ou pas, tu dois compenser par le travail ce que tu n'as pas en expérience, en talent, en intelligence ou en compétence innée. Si ton concurrent est plus intelligent, plus doué ou plus expérimenté, il te faudra travailler 3 ou 4 fois plus dur, mais tu peux le battre. Peu importe le challenge, il m'a appris à redoubler d'efforts là où j'avais des faiblesses. Tu es mauvais au lancer de balle ? Fais-en 1000 par jour pendant un mois. Tu n'arrives pas à dribbler de la main gauche ? Attache-toi à la main droite dans le dos et dribble 3 heures par jour. Tu as de mauvaises notes en maths, accroche-toi, suis des cours du soir et fais des exercices tout l'été, jusqu'à ce que ça rentre, pas d'excuses. Si tu n'es pas bon en quelque chose, travaille 2 fois plus, travaille plus intelligemment. Et papa ne se contentait pas de parler, il est passé du football américain à la vente pour devenir meilleur vendeur de sa société, avant d'en devenir le patron, puis de monter sa propre affaire. Pourtant, il était avare d'instructions. Dès le début, papa nous a laissé trouver notre propre voie. Il croyait à la responsabilité de chacun, il ne nous forçait pas à faire nos devoirs tous les soirs, mais il fallait obtenir de bonnes notes. Quand c'était le cas, il nous récompensait. Si on avait de bonnes notes, il nous emmenait manger une glace, un banana split géant avec 6 boules, la sauce chocolat, la chantilly et tout le reste. Il est arrivé plus d'une fois que mes frères et sœurs n'aient pas de bons résultats à l'école et ne soient pas de la partie. C'était une telle récompense que l'on bossait tous comme des fous pour pouvoir y aller. La discipline de mon père m'a servi d'exemple. C'était mon idole et je voulais qu'il soit fier de moi. Je craignais aussi de le décevoir. Il aimait à dire « Sois celui qui dit non ». Faire comme tout le monde, c'est facile. Sois celui qui n'est pas comme les autres. Sois quelqu'un à part. C'est la raison pour laquelle je ne me suis jamais drogué. Il ne m'a jamais sermonné à ce sujet, mais je ne voulais pas faire comme tout le monde, et je ne voulais pas le décevoir. Grâce à mon père, j'avais, à l'âge de 12 ans, un emploi du temps digne d'un ministre. Il m'arrivait bien sûr de râler, j'étais tout de même un enfant, mais au fond de moi, j'aimais l'idée d'avoir de l'avance sur mes camarades de classe.
Mon père m'a très vite familiarisé avec la discipline et la mentalité nécessaires pour être quelqu'un de consciencieux et de responsable, capable de réussir tout ce qu'il entreprenait. Ce n'est pas un hasard si le magazine Success est lu par les gens qui réussissent, comme l'indique sa devise What Achievers Read, que l'on peut traduire par ce que les gagnants lisent. Aujourd'hui, papa et moi rions du fait qu'il m'ait conditionné à être un accro au boulot. À 18 ans, je gagnais un salaire de 6 chiffres à la tête de ma propre affaire. À 20 ans, j'étais propriétaire d'une maison dans un quartier huppé. À 24 ans, mon salaire est passé à plus d'1 million de dollars par an. Et à 27 ans, j'avais officiellement fait de moi un millionnaire, ma société réalisant plus de 50 millions de dollars de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je n'ai pas encore 40 ans, mais ma fortune et mes biens suffisent à mettre ma famille à l'abri jusqu'à la fin de mes jours. Mon père me dit toujours, il y a des tas de façons de traumatiser un gamin. Au moins, la mienne était bonne. Tu ne t'en es pas trop mal tiré. J'avoue qu'il m'a fallu de la pratique pour apprendre à ne rien faire et à profiter du moment présent ou à me reposer tranquillement sur une chaise longue de temps en temps, sans apporter une pile de livres de business et de CD de développement personnel. Mais je suis reconnaissant des techniques de réussite que j'ai apprises de mon père et de mes autres mentors. Ce livre révèle le secret de mon succès. Je crois avec ferveur en ces principes, car mon père a fait en sorte que je vive ainsi jour après jour, jusqu'à ce que je ne sache plus vivre autrement, même si je le souhaitais. Mais si vous êtes comme la plupart des gens, vous n'y croirez pas vraiment, ce qui se comprendrait parfaitement. Vous n'avez pas reçu la même éducation ni connu le même modèle. Vous n'avez pas goûté aux bénéfices de l'effet cumulé. Notre société a été induite en erreur. On nous a hypnotisés par le marketing qui nous invente des problèmes imaginaires et nous vend des remèdes miracles pour les guérir. On nous fait croire au happy end des films et des romans. Nous avons oublié cette bonne vieille valeur qu'est le travail soutenu et constant, examinant ces obstacles un à un. Vous n'avez pas goûté aux bénéfices de l'effet cumulé. L'effet cumulé consiste à engranger d'immenses bénéfices à partir d'une série de choix minimes mais intelligents. Ce qui me semble le plus intéressant dans ce processus, c'est que bien que les résultats soient significatifs, les mesures à prendre sur le moment ne donnent pas l'impression d'être colossales. Que vous employiez cette stratégie pour améliorer votre état de santé, vos relations, vos finances ou quoi que ce soit d'autre, les changements à opérer sont tellement subtils qu'ils passent presque inaperçus. Ces petits changements n'apportent quasiment aucun résultat immédiat, aucune modification instantanée, aucune récompense. À vrai dire, pourquoi s'embêter ? La plupart des gens sont désarçonnés par la simplicité de l'effet cumulé. Ils arrêtent par exemple de courir au bout du 8e jour parce qu'ils sont encore en surpoids. Ils arrêtent de pratiquer le piano au bout de 6 mois parce qu'ils ne maîtrisent qu'un malheureux morceau. Ou ils interrompent les versements sur leur plan épargne-retraite au bout de quelques années pour se servir de cet argent, vu que de toute façon, ils n'ont pas réussi à épargner tant que cela. Ils ne s'aperçoivent pas que ces petits changements, apparemment anodins, font une différence radicale pratiquée régulièrement sur la durée. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples détaillés. Choix minime mais intelligent, plus constance, plus temps égale différence radicale. Le penny magique. Si on vous demandait de choisir entre 3 millions en liquide tout de suite et un seul penny dont la valeur doublerait chaque jour pendant 31 jours, que choisiriez-vous ? Si vous avez déjà entendu cette histoire, vous saurez qu'il vaut mieux choisir la deuxième option, car c'est celle qui vous fera gagner le plus gros. Pourquoi est-ce si difficile de croire que choisir le penny vous rendra plus riche au final ? Parce que les bénéfices mettent bien plus longtemps à apparaître. Faisons le calcul. Supposons que vous choisissiez la somme en liquide et qu'une amie à vous choisisse le penny, soit 0,01 $. Au 5e jour, votre amie dispose de 16 cents, vous de 3 millions de dollars. Au 10e jour, elle a 5,12 $ et vous toujours 3 millions. Votre ami doit commencer à regretter sa décision. Vous dépensez vos millions, vous en profitez et vous êtes bien content de votre choix. Au bout de 20 jours complets, il ne reste que 11 jours et votre amie, Penny, n'a que 5 243 $. Que doit-elle penser ? Malgré ses sacrifices et son optimisme, elle a épargné à peine plus de 5 000 $.
Vous, en revanche, vous avez 3 millions de dollars. C'est à ce moment-là que la magie invisible de l'effet cumulé commence à apparaître. La croissance quotidienne du penny appliquée sur toute la période a fait passer la valeur cumulée du penny à 10 737 418,24 dollars au 31e jour, soit plus de 3 fois la valeur de vos 3 millions. Cet exemple illustre bien l'importance de la régularité dans le temps. Au 29e jour, vous avez vos 3 millions et penny environ 2,7 millions. Ce n'est qu'au 30e jour de cette course de 31 jours qu'elle passe en tête avec 5,3 millions. Enfin, ce n'est qu'au tout dernier jour de ce super marathon que votre ami vous bat à plate couture avec 10 737 418 millions,24 dollars contre 3 millions de dollars. La magie de la valeur cumulée du penny est impressionnante et, de façon tout aussi surprenante, cette force est également à l'œuvre dans tous les domaines de votre vie. Voici un autre exemple. 3 amis. Prenons 3 copains qui ont grandi ensemble. Ils habitent dans le même quartier et partagent à peu près les mêmes affinités. Chacun d'entre eux gagne environ 50 000 dollars par an. Ils sont tous les 3 mariés, plutôt en bonne santé, de poids moyen, si l'on fait abstraction de la brioche inhérente au mariage. Le premier, appelons-le Laurent, vit tranquillement comme il a toujours vécu. Il est heureux, ou du moins le pense-t-il, mais il se plaint à l'occasion que sa vie est monotone. Le deuxième, Simon, commence à apporter des petits changements à sa vie, des changements positifs, apparemment sans conséquence. Chaque jour, il se met à lire 10 pages d'un bon livre et à écouter 30 minutes de quelque chose qui l'instruit ou l'inspire en allant au travail. Simon souhaite que sa vie change, mais il ne veut pas tout bouleverser. Il a récemment lu une interview du Dr Mehmet Oz dans le magazine Success et y a choisi une idée à appliquer à sa vie. Il a décidé de consommer 125 calories en moins chaque jour. Ce n'est pas grand-chose, une tasse de céréales en moins, une bouteille d'eau gazeuse à la place d'une canette de boisson sucrée, de la moutarde à la place de la mayo dans son sandwich. C'est faisable. Il s'est aussi mis à marcher un peu plus, quelques milliers de pas en plus chaque jour, moins de 1,5 km. Rien qui nécessite une bravoure ou des efforts démesurés. Tout le monde pourrait en faire autant. Pourtant, Simon est déterminé à suivre ses choix car il sait que même s'ils sont simples, il pourrait également être tenté de laisser tomber. L'ami numéro 3, Bruno, prend de mauvaises décisions. Il a récemment acheté une nouvelle télé grand écran pour mieux regarder ses émissions préférées. Il essaye les recettes qu'il voit dans une émission de cuisine. Il a un faible pour les plats à base de fromage et les desserts. Il a aussi installé un bar dans la salle à manger et ajouté une boisson alcoolisée par semaine à son alimentation. Rien d'extravagant, Bruno veut juste se lâcher un peu plus. Au bout de 5 mois, on ne voit aucune différence entre Laurent, Simon et Bruno. Simon continue de lire un peu tous les soirs et d'écouter des enregistrements en allant au travail. Bruno profite de la vie et fait moins de choses. Laurent n'a rien changé. Malgré ses comportements différents, 5 mois ne suffisent pas à constater un déclin ou une amélioration de leur situation. En fait, si l'on pesait les 3 hommes, on obtiendrait une erreur d'arrondi de 0. Ils auraient l'air exactement identiques. Au bout de 10 mois, toujours pas de différence remarquable dans leur vie. Ce n'est qu'à la fin du 18e mois que de légères différences sont mesurables dans l'aspect de ces 3 amis. Mais au bout du 25e mois, des différences mesurables et visibles apparaissent. Au 27e mois, une différence marquante. Et enfin, au 31e mois, le changement est renversant. Bruno est maintenant gros, Simon est en forme. En consommant seulement 125 calories en moins par jour pendant 31 mois, Simon a perdu 15 kilos. 31 mois égale 940 jours. 940 jours fois 125 calories par jour égale 117 500 calories. 117 500 calories divisé par 7 800 calories égale 15 kilos. Durant la même période, Bruno n'a consommé que 125 calories en plus par jour et pris 15 kilos. Il pèse à présent 30 kilos de plus que Simon, mais les différences ne se limitent pas à leur poids. Simon a consacré près de 1000 heures à lire de bons livres et à écouter du matériel de développement personnel. En mettant ce nouveau savoir en pratique, il a eu une promotion et une augmentation de salaire. Surtout, son mariage est au beau fixe. Bruno, lui, est malheureux au travail et son mariage bat de l'aile. Quant à Laurent, il en est toujours au même point qu'il y a 2 ans et demi, sauf qu'il est un peu plus amer.
Le pouvoir phénoménal de l'effet cumulé est aussi simple que cela. La différence entre ceux qui emploient cet effet à bon escient comparé à ceux qui s'en servent de façon négative est presque inconcevable. Cela paraît aussi miraculeux qu'un tour de magie. Au bout de 31 mois ou 31 ans, la personne qui a utilisé la nature positive de l'effet cumulé semble avoir réussi du jour au lendemain. Pourtant, il ou elle doit son profond succès à des choix minimes mais intelligents, appliqués avec régularité dans la durée. L'effet ricochet. Les résultats constatés dans l'exemple précédent ont l'air incroyables, je sais, mais cela va plus loin encore. En réalité, le moindre petit changement peut avoir un impact significatif, lui-même responsable d'effets inattendus et imprévus. Observons par exemple l'une des mauvaises habitudes de Bruno, la consommation fréquente d'aliments riches en calories, afin de mieux comprendre en quoi l'effet cumulé peut également avoir des répercussions négatives sur tout le reste. Bruno fait des muffins à partir d'une recette qu'il a vue dans une émission de cuisine. Il en est fier, sa famille les adore et cela semble profiter à tout le monde. Il se met à en faire fréquemment, ainsi que d'autres desserts. Il aime ce qu'il cuisine et mange plus qu'il ne devrait, mais pas au point où cela se remarque. Cette alimentation, trop riche, a néanmoins tendance à le rendre léthargique. Il se réveille mal reposé, ce qui le met de mauvais poil. La mauvaise humeur et le manque de sommeil commencent à se faire sentir sur son travail. Il est moins productif et reçoit des commentaires démotivants de la part de son patron. Le soir, il est mécontent de son emploi et n'a aucune énergie. Le trajet pour rentrer à la maison lui paraît plus long et plus stressant qu'avant. Il se rabat donc sur la nourriture, conséquence fréquente du stress. Cette apathie générale fait que Bruno se promène moins qu'avant avec sa femme. Il n'en a plus envie. Ces moments à deux manquent à sa femme qui le prend personnellement. Comme il partage moins d'activités avec elle et qu'il manque d'air frais et d'exercice, Bruno ne refait pas suffisamment le plein d'endorphines nécessaire à le rendre dynamique et enthousiaste. Malheureux, il commence à en vouloir à lui-même et aux autres et ne fait plus de compliments à sa femme. De plus en plus flasque, il se sent moins bien dans sa peau, moins beau et en oublie d'être romantique. Bruno ne voit pas à quel point son manque d'énergie et d'affection envers sa femme affecte cette dernière. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il ne se sent pas bien. Il commence à regarder la télévision tard le soir parce que c'est un moyen facile de se distraire. Sa femme, qui le sent s'éloigner, commence à se plaindre et à éprouver des besoins. Ne constatant aucune réaction, elle se distancie émotionnellement pour ne pas souffrir. Elle se sent seule, elle se réfugie dans le travail et cherche la compagnie de ses amis, avec qui elle passe plus de temps. Des hommes commencent à flirter avec elle, et elle se sent à nouveau désirable. Elle ne tromperait jamais Bruno, mais il sent bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Au lieu de comprendre que ce sont ses mauvais choix et ses mauvais comportements à l'origine de leurs problèmes, il rejette la responsabilité sur sa femme. Tenir les autres pour responsables au lieu de chercher à faire un travail sur soi relève de la psychologie de base. Dans le cas de Bruno, il ne sait tout simplement pas comment s'y prendre. Les émissions de cuisine et les séries policières qu'il regarde ne proposent pas de cours de développement de soi ou de conseils matrimoniaux. L'idée aurait pu lui effleurer l'esprit s'il avait lu les livres de développement personnel de son copain Simon. Il y aurait appris des façons de modifier ses habitudes négatives. Malheureusement, pour Bruno, les petites décisions qu'il a prises au quotidien ont provoqué un effet ricochet responsable du désastre qui s'est ensuivi. Bien entendu, le comptage de calories et la stimulation intellectuelle ont eu l'effet inverse sur Simon, qui profite maintenant des résultats positifs de ses efforts. Dans The Slight Edge, Jeff Olson, un autre disciple de Jim Rohn, décrit ce processus comme étant la répétition quotidienne de disciplines simples par opposition aux simples erreurs de jugement. C'est aussi facile que cela. En y accordant suffisamment de temps et de constance, on obtient des résultats visibles. Mieux encore, des résultats totalement prévisibles. L'effet cumulé est à la fois prévisible et mesurable, ce qui est une excellente nouvelle. N'est-ce pas réconfortant de savoir qu'il suffit d'appliquer une série de petites mesures simples, avec régularité et dans la durée, pour améliorer sa vie de façon radicale ? Cela ne paraît-il pas plus facile que d'accomplir un grand acte de bravoure et d'héroïsme qui vous laisse ensuite totalement épuisé et vous oblige à trouver cette même énergie pour une tentative ultérieure ?
qui sera sans doute vaine. Cette simple pensée suffit à m'exténuer. C'est pourtant ce que font les gens. La société nous a conditionnés à croire à l'efficacité d'un grand effort spectaculaire. La beauté de l'effet cumulé réside dans sa simplicité. Remarquez de quelle façon, à gauche du diagramme, les résultats sont intangibles et de quelle façon ils divergent par la suite. Les comportements semblent coïncider tout au long de la période, mais la magie de l'effet cumulé finit par occasionner d'énormes différences de résultats. Le succès à l'ancienne. La partie la plus délicate de l'effet cumulé est qu'il faut d'abord fournir un effort avec régularité et suffisamment longtemps avant d'en percevoir les bénéfices. Nos grands-parents le savaient, même s'ils ne passaient pas leur soirée scotchés à un écran de télé, à regarder des publicités leur prescrivant comment maigrir des cuisses en 30 jours ou être à la tête d'un empire immobilier en 6 mois. Je suis sûr que vos grands-parents travaillaient 6 jours par semaine, du lever au coucher du soleil, reproduisant toute leur vie les savoirs acquis pendant leur jeunesse. Ils savaient que les clés du succès étaient le travail, la discipline et les bonnes habitudes. Il est intéressant de constater que la richesse a tendance à sauter une génération. La surabondance donne souvent naissance à l'apathie, menant elle-même à un style de vie oisif. Les enfants de familles aisées y sont particulièrement sujets, n'ayant pas eux-mêmes eu besoin de la discipline et de la force de caractère nécessaires à créer ce confort, ils n'attribuent pas la même valeur à la richesse et ne comprennent pas ce qu'il faut faire pour la conserver. Cette mentalité du tout m'est dû est fréquente chez les enfants des familles royales, des acteurs et des cadres dirigeants, ainsi que, dans une moindre mesure, chez tous les enfants et les adultes. Dans la société occidentale, il semble qu'on ne sache plus apprécier la valeur d'une éthique du travail forte. Les États-Unis, par exemple, ont connu 2, voire 3 générations de prospérité, de richesse et de confort. Les qualités essentielles à l'établissement d'un succès durable, cran, travail et force morale, n'ont rien de séduisant et ont par conséquent été oubliées pour la plupart. Nous ne respectons plus les luttes et les combats qu'ont menés nos ancêtres. Leurs efforts acharnés leur avaient inculqué une discipline, forgé le caractère et fortifié l'esprit pour braver de nouvelles frontières. En vérité, la suffisance a touché tous les grands empires, dont les empires égyptiens, grecs, romains, espagnols, portugais, français et britanniques. Pourquoi ? Parce que rien n'échoue aussi bien que le succès. Des empires autrefois plus tout-puissants se sont effondrés pour cette même raison. Une fois que l'on a atteint un certain niveau de réussite, on baisse sa garde. De longues périodes de prospérité, de santé et de richesse nous rendent suffisants. Nous arrêtons de fournir les efforts qui nous ont menés jusque-là, telle la grenouille dans la marmite d'eau tiède qui, au lieu de s'enfuir, ne se rend pas compte qu'elle est en train de cuire, tant la température augmente de façon progressive et insidieuse. Pour réussir, nous devons réintégrer l'éthique du travail de nos grands-parents. Il est temps de nous reprendre, pas tant pour sauver notre société que pour réussir personnellement. Les coups de baguette magique, ça n'existe pas. Vous pouvez rester assis sur votre canapé et attendre que l'argent vous tombe du ciel, frotter des cristaux, marcher sur les flammes ou faire des incantations si cela vous chante. Mais tout cela n'est que la manipulation commerciale faisant appel à vos faiblesses. Le succès véritable et durable requiert du travail, beaucoup de travail. Je vais vous raconter une petite histoire qui illustre bien l'idée selon laquelle rien n'échoue aussi bien que le succès. Un excellent restaurant a récemment ouvert près de chez moi, sur la plage de San Diego. Au début, l'endroit était toujours immaculé, la réceptionniste souriante et accueillante, le service impeccable. Le manager venait s'en assurer en personne, et la nourriture excellente. Les clients n'ont pas tardé à faire la queue pour venir y manger, quitte à attendre plus d'1 heure pour une table. Rapidement, malheureusement, les employés ont commencé à considérer que ce succès allait de soi. La réceptionniste est devenue hautaine, les serveurs négligés et brusques, et la qualité de la nourriture très aléatoire. Le restaurant a mis la clé sous le paillasson au bout de 18 mois. Leur succès a été responsable de leur échec, ou plutôt, ils ont cessé de fournir les efforts qui avaient initialement assuré leur succès. Aveuglés par tant de réussite, ils se sont laissés aller. La mentalité micro-ondes. Comprenez les principes de l'effet cumulé et vous comprendrez que le succès n'arrive pas aussi vite qu'un plat
réchauffé qu'une paire de lunettes prête en 1 heure, que des photos développées en 30 minutes, qu'un colis express, que des œufs cuits au micro-ondes, que l'eau chaude au robinet ou qu'un texto sur votre téléphone. On est bien d'accord ? Promettez-vous, une fois pour toutes, de ne plus croire au coup du gros lot, sachant que, en toute honnêteté, on ne vous parle que du seul et unique gagnant, mais jamais des millions de perdants. La personne que vous voyez bondir de joie devant une machine à sous de Las Vegas ou sur un champ de course ne vous parle pas des centaines de fois où elle a perdu. Pour revenir à la probabilité d'un résultat positif, là encore, on obtient une erreur d'arrondi de 0. 0 chance de gagner. À en croire Daniel Gilbert, le psychologue de Harvard, également auteur de Stumbling on Happiness, si l'on accordait à chaque perdant de la loterie 30 secondes de télévision pour annoncer non pas « j'ai gagné » mais « j'ai perdu », il faudrait presque 9 ans pour faire passer tous les perdants d'un seul tirage. Lorsque vous comprendrez le principe de fonctionnement de l'effet cumulé, vous ne chercherez plus de remède miracle ou de baguette magique. N'allez pas croire qu'un athlète ultra-performant en est arrivé là sans se soumettre à des exercices douloureux, à des milliers d'heures d'entraînement. Il s'est levé tôt pour s'entraîner et a continué longtemps après que les autres eurent arrêté. Il a subi des échecs cuisants, la solitude et l'effort pour devenir numéro 1. Lorsque vous parviendrez à la fin de ce livre, ou même avant, je voudrais que vous soyez entièrement convaincu que la seule façon de réussir est de vous soumettre à une série d'exercices quotidiens quelconques, et parfois difficiles, n'ayant rien de séduisant ni rien d'excitant cumulé dans la durée. Vous pouvez obtenir les résultats, la vie et le style de vie dont vous rêvez en laissant l'effet cumulé travailler pour vous. Appliquez les principes énoncés dans ce livre et vous aussi, vous aurez droit à votre propre conte de fées. L'effet cumulé marche à tous les coups. Vous pouvez choisir de le laisser travailler pour vous ou vous pouvez l'ignorer et en subir les répercussions négatives. Peu importe où vous situez sur ce graphique, dès aujourd'hui, vous pouvez décider d'apporter de petits changements simples et laisser l'effet cumulé vous emmener là où vous le désirez. Vous voyez où je veux en venir ? Bien. Alors lisez le prochain chapitre, où nous allons nous pencher sur l'élément qui contrôle votre vie. Chaque victoire, chaque défaite, chaque triomphe, chaque échec résulte de cet élément. Tout ce que votre vie actuelle comporte ou ne comporte pas en est la cause. Apprenez à modifier cet élément et vous saurez changer de vie. Je vous attends. Laissez l'effet cumulé se mettre à l'œuvre. Résumez des mesures à prendre. Écrivez le genre d'excuses que vous avez tendance à invoquer. Exemple, vous n'êtes pas assez intelligent, pas assez expérimenté, vous n'avez pas été élevé dans ce sens, ni n'avez reçu l'éducation adéquate, etc. Décidez de compenser ces éléments en redoublant d'efforts et en vous développant personnellement, afin de dépasser qui que ce soit, y compris vous-même. Suivez l'exemple de Simon. Notez la demi-douzaine de changements minimes et apparemment sans conséquence que vous pourriez faire chaque jour pour donner à votre vie une tournure plus positive. Ne suivez pas l'exemple de Bruno. Notez les petites actions apparemment sans conséquence que vous pourriez arrêter et qui risquent de vous tirer vers le bas. Établissez une liste des domaines, des talents et des résultats dans lesquels vous avez connu le plus de succès par le passé. Demandez-vous si, en les considérant peut-être comme évidents et en cessant de les améliorer, vous ne risquez pas d'échouer.